commencer. Bonjour à tous, bienvenue à cet atelier sur le sujet de l'adaptation de nos filières agricoles au changement climatique. Je me présente rapidement. Donc moi, je suis Morgane Nenaf. Je suis responsable chez AgroSolutions de l'offre de conseil en transition climatique de l'agriculture. Et alors peut-être rapidement, puisque vous ne connaissez pas tous, AgroSolutions, on est un cabinet de conseil et d'expertise spécialisé en agriculture. On accompagne nos acteurs et nos clients, enfin les acteurs du monde agricole, les filières agricoles et des territoires sur différents sujets environnementaux, et plus particulièrement en ce qui me concerne dans la mise en place de stratégies de décarbonation. Et également, donc c'est le sujet qui va nous occuper aujourd'hui, de stratégies d'adaptation des filières agricoles au changement climatique. Donc, pour rapidement faire le petit contexte avant de présenter nos trois intervenants qu'on a le plaisir d'accueillir aujourd'hui, je ne vous refais pas le topo. Le changement climatique, il est perceptible par tous aujourd'hui. On est sur une voie aujourd'hui de plus 3 degrés. Et vous l'avez vu, le ministère de la Transition écologique a acté d'un plan d'adaptation pour faire face même à un changement climatique de plus 4 degrés à l'horizon 2100. Donc plus 4 degrés, c'est un bouleversement complet de nos systèmes agricoles, de nos paysages. À titre d'exemple, le territoire de la Marne, par exemple, en termes de température, en 2100, ça ressemblerait au département de l'Hérault. Donc, on le voit et on l'imagine, ce changement climatique et l'ampleur du changement climatique qui va arriver, c'est un bouleversement complet des systèmes agricoles. Alors, comment faire pour s'adapter? C'est un petit peu le sujet qu'on va essayer de débattre aujourd'hui. Donc, pour débattre et échanger sur ce sujet, on a le plaisir d'accueillir 3 intervenants que je vous présente. Donc, Guillaume Tirel, vous êtes hydrogéologue et chercheur à l'INRAE en modélisation hydrologique et impact du changement climatique sur les ressources en eau. On accueille également Isabelle Moreira de Almeida, responsable du département Crop Science au sein du groupe Mondelez. Et Cécile Renaud, vous êtes directrice R&D qualité et responsable RSE du groupe Panzani. Et vous nous présenterez toutes les deux un petit peu, respectivement, l'impact du changement climatique sur vos filières et comment vous envisagez au sein de vos entreprises l'adaptation. Donc pour commencer, je vais me tourner vers Guillaume et je vais vous laisser un petit peu nous présenter les différents aléas climatiques auxquels on va devoir s'attendre d'ici à la fin du siècle. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Moi je suis hydrologue, donc je ne vais pas vous parler d'agriculture, je suis désolé, mais je vais vous parler d'eau. Mais bon, sans eau, pas d'agriculture. Et je vais vous parler de ce qu'on fait dans le projet Explore 2. Donc, vous le savez tous, il y a les travaux du GIEC qui visent à résumer la connaissance scientifique sur le changement climatique dans toutes ses déclinaisons. Dans ces travaux-là, il y a plusieurs scénarios d'évolution de nos sociétés. Donc, est-ce qu'on va aller faire des efforts pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre ou au contraire, est-ce qu'on ne va pas le faire? Et tout ça, ça se décline sur différents scénarios climatiques jusqu'à la fin du XXIe siècle. Donc, ces scénarios-là, ils sont souvent envisagés à l'échelle globale, mais il y a une nécessité de décliner tous ces travaux-là à l'échelle locale. Donc, plus de degrés sur le globe, ça ne veut pas dire plus de degrés en France. En France, ça sera beaucoup plus. Et sur certains endroits, ce sera pire que sur d'autres. Donc, le projet Explore 2, il vise à un peu combler ce manque de connaissances. Donc, c'est un projet financé par le ministère de l'Environnement et aussi par l'OFB. Donc, on a produit des nouvelles projections climatiques sur la France, donc vraiment dédiées au territoire de la France. Et on regarde des impacts en termes d'hydrologie et d'hydrogéologie. Alors j'ai mis un petit warning, c'est des résultats provisoires, donc qui pourront peut-être légèrement évoluer dans le futur. On est en train d'affiner nos résultats.
Donc pour commencer, donc moi je vais vous parler surtout d'un scénario où on continue d'émettre à peu près comme aujourd'hui, hein, le RCP 8.5 pour ceux qui connaissent, parce que c'est le scénario qu'on est en train de suivre. Donc on met en place différents modèles climatiques sur ce scénario-là, qui nous dit que autour de 2050, par rapport à une période de référence qui est 76-2005, eh ben, on va avoir une augmentation de la température en France. Donc vous voyez pas mal de cartes ici, parce qu'on a plusieurs modèles climatiques, mais je ne vais pas toutes les détailler. Donc on a plusieurs modèles climatiques parce qu'il y a de l'incertitude dans nos travaux. Mais l'ensemble de ces cartes nous disent que la température va augmenter en France. Ça dit aussi que la température augmentera plus fort dans le sud-est que dans le nord-ouest. Donc impact potentiel sur l'agriculture, bien sûr. Maintenant, si on regarde les précipitations, donc la pluie, là, vous voyez des cartes où il y a pas mal de hachures. Donc ça veut dire que les résultats ne sont pas significatifs. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce n'est pas clair, ce n'est pas net. On n'a pas un signal suffisamment fort pour conclure sur l'évolution des précipitations. Donc éventuellement, pour ceux qui sont assis dans les premiers rangs, on voit qu'il y a une petite diminution dans le sud et parfois une augmentation dans le nord-est. Donc ça, c'était la précipitation annuelle. Maintenant, si on regardait ce qui se passe l'été, là, on voit beaucoup plus de couleurs marron qui indiquent une diminution des précipitations l'été. Donc l'été, c'est là qu'on a le plus de manque d'eau et c'est là aussi qu'on a le plus besoin d'eau. Donc ça tombe mal. Donc voilà pour le climat. Maintenant, je vais vous parler d'hydrologie, donc d'eau dans les rivières. Donc là aussi, on a utilisé plusieurs modèles climatiques, mais peu importe. Et là, ce qu'on vous montre, c'est sur 600 points, donc 600 points de rivières en France, comment vont évoluer tout d'abord les débits annuels. Donc le débit moyen annuel. Donc en gros, c'est la ressource en eau qu'on a sur une année. Quand on est dans les marrons, ça veut dire que la plupart de nos projections disent que cette ressource va diminuer. Quand on est dans les verts, ça veut dire que cette ressource annuelle va augmenter. Et plus les tons sont francs, plus on est sûr de nous. Donc là, clairement, on voit que dans le sud, le débit annuel va diminuer sur une large partie du sud. Et qu'au contraire, on aurait plutôt une hausse dans le nord-est, même si on est un peu moins sûr. Et entre les deux, il y a vraiment une zone de transition où on n'a pas un signal clair. Donc ça vient tout à fait, ça vient directement de ce qu'on a vu sur les précipitations, où beaucoup d'évolutions n'étaient pas significatives. Donc ça, c'est une chose, le débit annuel. Maintenant, si on regarde les débits d'étiage. Donc l'étiage, ça veut dire les basses eaux, ça veut dire la période de l'année où on a le moins d'eau dans les rivières. Donc là, je vous présente une carte avec beaucoup de tons marrons, donc beaucoup de diminution. Donc là, on est sûr de nous, ou presque. On va vers une diminution des débits d'étiage sur quasiment toute la France. La seule zone qui serait plus ou moins épargnée, c'est le bassin parisien. Mais pour tout le reste, on a un consensus, on a vraiment une cohérence sur toutes nos projections. Ensuite, on a regardé aussi ce qui se passe sur les débits de hautes eaux, donc les crues. Donc c'est un autre aléa qui peut impacter l'agriculture. Donc là, on est plutôt sur une tendance à la hausse sur quasiment tout le territoire, à l'exception du sud où on pourrait avoir quelques baisses. Donc augmentation du risque de crue. Donc tout ça, c'est tous nos résultats mis ensemble et on essaie de voir un peu quelles sont les grosses tendances. Mais on a fait un effort aussi, et on est en train de consolider cet effort. On a essayé de bâtir ce qu'on appelle des narratifs. Donc parmi toutes ces projections, qui sont vraiment très nombreuses, on essaie d'aider les gens à la fois sélectionner quel futur ils veulent étudier, mais aussi décrire en termes un peu plus physiques des futurs possibles. Donc pour ça, on a identifié 4 projections sur tout ce qui est possible. Donc ça donne ces graphes qui représentent en fait comment évoluent les précipitations dans le futur en fonction des températures dans le futur.
Donc par exemple, si je prends le point bleu tout à gauche, ça nous dit que dans le futur, on aura plus 4,6 degrés et moins 10% de pluie à l'année. Donc voilà, donc on a regardé ça sur différentes saisons à l'année et on a identifié 4 projections qui étaient très contrastées. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir différents futurs possibles parmi tout ce qui est possible pour un peu regarder des situations contrastées. Et dans la suite, moi, je vais utiliser deux projections. La projection qui dit qu'on aura un futur chaud et sec, le bleu, et celle qui dit qu'on aura un futur plus chaud et plus humide. Donc vraiment les deux opposés en termes de précipitation, parce que c'est là qu'on a la plus grosse incertitude. Donc le chaud et sec nous donne ce genre de résultat. Donc il y a beaucoup de choses sur ces graphes, je suis désolé, mais je vais y aller doucement. Donc nous avons, je ne sais pas si on voit ma souris si je fais ça, non, c'est pas grave. Donc nous avons 3 cartes rouges en haut, donc ce sont des évolutions de température, donc elles sont toutes rouges, ça veut dire que les températures augmentent dans le futur. Ça augmente plus l'été que l'hiver, ça c'est quelque chose qui est connu depuis très longtemps. Les augmentations de température seront plus fortes l'été, et on le voit déjà. La carte en haut à droite nous indique l'évolution des débits d'étiage. Donc là, pas de surprise, je vous ai dit que si on prenait toutes les projections, on avait quand même une tendance à des étiages plus intenses. Si on prend une projection plus chaude et plus sèche, eh bien, forcément on va avoir une projection qui nous dit que tous les débits d'étiage vont diminuer. Donc des sécheresses hydrologiques plus intenses. Ensuite, au milieu, on a 2 cartes qui présentent la recharge potentielle des nappes. Donc quelle quantité d'eau pourra alimenter les nappes à l'année. Donc là, on est aussi sur des tons qui nous indiquent des baisses de cette recharge des nappes. C'est logique. Température plus élevée et précipitation plus faible, ça fait moins de recharge dans les nappes. Et ensuite, les dernières cartes en bas nous présentent l'évolution des hauteurs de nappes. Donc là aussi, je vais pas épiloguer. On a beaucoup de rouge, donc on a des diminutions des hauteurs de nappes partout dans ce scénario-là. Donc maintenant, je vais aller vers un futur un peu différent, donc le narratif chaud et humide. Donc ce narratif, il nous donne toujours des températures qui augmentent. Ça, ce sont les 3 cartes en rouge en haut. Donc des températures qui augmentent toujours plus l'été que l'hiver. Si on regarde la carte en haut à droite, donc là, qu'est-ce qu'on voit? On voit l'évolution des débits d'étiage. Et bien, malgré ce narratif qui est censé être humide, parmi tous ceux qu'on a à notre disposition, et bien, on va vers une diminution des étiages. Donc moins d'eau pendant les périodes les plus sèches de l'année. Si on regarde la recharge, là on voit vraiment une différence entre le nord et le sud. Donc ce sont les deux cartes au milieu, avec un sud qui aurait toujours moins de recharge, même dans ce scénario humide, et le nord qui aurait plus de recharge. Et sur les hauteurs de nappe, qui sont surtout situées dans le nord de la France, parce qu'on ne les reprend pas partout, on aurait une augmentation des hauteurs de nappe. Donc voilà pour ce panorama un peu de l'impact du changement climatique sur les débits dans les rivières et les hauteurs de nappe. Donc pour conclure sur ces différentes cartes que je vous ai présentées et pour présenter des conclusions, donc vous l'avez bien vu, il y a des incertitudes. Je vous ai présenté plusieurs futurs différents. Il y a toute une gamme de possibles dans le futur. Néanmoins, il y a quand même des messages qui sont très clairs, qu'on arrive à isoler. C'est notamment la baisse de la ressource estivale. Ça, c'est clair. Même si on prend un scénario qui est le plus humide qu'on puisse trouver, on aura moins d'eau l'été. Donc, ensuite, je ne vous en ai pas parlé, mais on a aussi des montagnes en France. Donc avec l'augmentation des températures, on va avoir une altération des régimes hydrologiques sur ces zones, donc moins de neige, donc moins de possibilités de stocker de l'eau pendant une partie de l'année sous forme de neige, du coup moins d'hydroélectricité qui est produite et plus de problèmes à remplir de manière efficace les barrages pendant l'été. Parce que l'avantage de la neige, c'est que ça fond au printemps et à l'été. Donc ça va engendrer d'autres problèmes. Donc il y a de nombreux secteurs qui ont besoin d'eau, et tout ça, ça va engendrer des
des effets négatifs. Donc, on va avoir des besoins en eau qui vont augmenter. Donc, ça va être le cas des plantes, hein, avec l'augmentation de température. On a des besoins en eau qui augmentent, mais c'est aussi le cas dans beaucoup d'autres secteurs d'usage de l'eau. Et dans le même temps, on va avoir des ressources qui diminuent. Et si vous pensez aussi à tout le reste, hein, il n'y a pas que les rivières et les plantes, il y a beaucoup d'autres usages et on va avoir des conflits d'usage qui vont être exacerbés. Donc, de quoi on a besoin là on sait déjà pas mal de choses, mais il y a encore besoin de pas mal de travaux pour vraiment bien comprendre tout. Donc, comprendre les phénomènes physiques, comprendre aussi comment on utilise l'eau, comment on peut s'adapter, anticiper ces changements climatiques. Néanmoins, malgré les incertitudes, moi je ne vous dis pas d'attendre pour agir, hein, mais je pense que si vous êtes là, c'est que vous êtes dans cette optique-là. Cependant, moi je vous dis de faire quand même attention à ce qu'on appelle les dommages collatéraux, et notamment les maladaptations. Donc on a pas mal de débats autour de l'eau en ce moment, hein, sur des solutions qui sont présentées comme bonnes, mais qui peuvent aggraver d'autres problèmes, ou ce pourquoi en fait elles sont envisagées. Et enfin, je voulais juste finir en vous rappelant qu'il est nécessaire de réduire les émissions. Et alors, j'ai mis que c'était un rappel, mais je vais peut-être vous l'apprendre en fait. Si on stoppe toute émission de gaz à effet de serre aujourd'hui, le réchauffement climatique, c'est fini. Ça s'arrête immédiatement. Il n'y a pas besoin d'attendre 20 ans ou 30 ans pour que ce soit le cas. Dès maintenant, voilà, on n'ira pas plus haut. Donc, il n'y a pas de raison de ne pas le faire. Voilà. Merci. Merci Guillaume pour ces présentations très claires et ce petit aperçu. Pas très réjouissant, mais il faut bien y faire face pour justement s'adapter correctement. Et ce qui est intéressant dans ce que vous montrez, je trouve, c'est qu'on voit qu'il y a vraiment une répartition. Les aléas climatiques ne vont pas être les mêmes et du coup, les risques climatiques ne vont pas être les mêmes quels que soient les territoires. Et du coup, quelles que soient les cultures. Et donc, il y a un vrai besoin pour anticiper effectivement ces changements climatiques, de travailler finement quels vont être les risques, à quel endroit, pour quelle culture et comment s'adapter pour que les adaptations soient bien ciblées. Donc, par exemple, on vous le montrait, mais on voit qu'avec l'augmentation de la température, il va y avoir une augmentation de l'évapotranspiration, donc des besoins en eau des cultures. Et du coup, plus de risques de stress hydrique, notamment pour les cultures d'été, qui sont sensibles à ce manque d'eau pendant l'été. Et dans certaines zones, on le voit aussi dans les cartes que vous montrez, en fait, certaines de ces cultures étaient déjà irriguées, par exemple, et la ressource en eau va diminuer pour l'irrigation. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'il faut transformer les systèmes partout ? Est-ce qu'on peut, dans certains cas, adapter les pratiques agricoles ? Ou est-ce que, dans certaines zones, on va avoir vraiment besoin de reconcevoir les systèmes agricoles complètement ? Parce qu'en fait, les cultures vont devenir trop à risque et on va faire peser trop de risques sur les agriculteurs. Et l'enjeu, c'est aussi de pérenniser les agriculteurs dans les territoires. Donc, dans certains cas, on va avoir besoin effectivement d'aller plus loin, de reconcevoir les systèmes, de peut-être arrêter certaines cultures pour en mettre d'autres à la place. Mais ce sur quoi on voulait insister aujourd'hui, c'est aussi que ce travail, il doit vraiment être fait en collaboration entre les agriculteurs et les filières, parce que tout seul, les systèmes agricoles, les agriculteurs ne vont pas pouvoir mettre en place des nouvelles cultures si derrière, on n'a pas de marché, on n'a pas de prix. On va les rendre finalement plus vulnérables qu'ils ne l'étaient avant. Et donc, on a un vrai besoin entre les filières agricoles, les acteurs des filières agricoles et les agriculteurs, de travailler en collaboration pour définir quelles sont les adaptations les plus pertinentes et les plus efficaces pour rendre résilients les systèmes agricoles et les filières. Donc, ça me fait une petite transition pour
me tourner vers nos deux intervenantes. Donc, vous êtes chargées toutes les deux, Isabelle et Cécile, au sein de vos entreprises et de deux groupes agroalimentaires, Mondelez et Panzani, de réfléchir aux voies d'adaptation pour pérenniser votre approvisionnement en matières premières. Et donc, Isabelle, je me tourne vers vous. Vous êtes responsable Crop Science au sein du groupe Mondelez. Et je vais vous laisser la parole, du coup, pour que vous puissiez nous présenter un petit peu les voies d'adaptation qui sont réfléchies au sein de Mondelez pour faire face au changement climatique. Bonjour. Donc effectivement, je suis responsable du département Crop Science pour la R&D chez Mondelez au niveau global. Et comme ça vient d'être dit, en fait, sans matière première, pas de production. Donc c'est aussi simple que ça. Donc c'est pas quelque chose qui est souhaitable de mettre en place en termes de stratégie. C'est quelque chose qui est obligatoire pour la pérennité de notre entreprise. Le groupe le groupe Mondelez est un grand groupe de l'agroalimentaire. On est premier au niveau des biscuits, on est numéro 2 sur le cacao. Un grand groupe, on est plus de 90 000. On distribue nos produits dans 150 pays. On a bien sûr des engagements en termes de développement durable. Et en fait, aujourd'hui, je voulais faire un focus sur deux cultures qui sont critiques pour notre activité, le cacao et le blé tendre. Et en fait, comme vous pouvez le voir sur la petite carte qui est en bas à droite, on sait que le changement climatique ne va pas affecter au niveau global chacune des régions avec le même impact. Il y en a certaines qui vont être quelque part presque favorisées par le changement climatique, du fait de l'augmentation du CO2 dans l'atmosphère. Les plantes, vous le savez, elles sont plus efficaces en termes de photosynthèse avec l'augmentation du CO2. Ça, parfois, on l'oublie. Il y a quelques rares régions où ça va être positif. Et une grosse majorité des régions dans lesquelles on va avoir un impact négatif du changement climatique, que ce soit la température, que ce soit l'eau, que ce soit les risques de gel, de mouvement de terrain, etc. Un focus sur le blé et le cacao, et vous pouvez voir les deux petites cartes qui mettent en évidence qu'on est sur des zones géographiques très très différentes, et on pourrait se dire que du coup on va développer quelque chose qui est spécifique de chacun des pays. Or, ce qui est assez troublant finalement, c'est qu'il y a une similitude entre les différentes cultures. En fait, ce qu'on voit, c'est que l'impact du changement climatique va être quasiment perçu de la même façon, quelle que soit la culture et quel que soit le pays. Il y a un premier impact qui est pour nous le plus important, l'impact sur les agriculteurs. Les revenus ont subi dernièrement des fluctuations qu'on n'avait jamais enregistrées auparavant. Là, vous avez les cours du cacao. C'est à la fois lié aux fluctuations des cours du marché, qui n'est pas qu'uniquement dû à la disponibilité, mais vous savez que c'est des marchés qui sont spéculatifs. Et la deuxième chose, il y a une instabilité également pour l'agriculteur du fait de sa propre production. Donc l'agriculteur, il cumule deux effets d'instabilité. Le second impact qui est là plus pour nous, pour les industriels, c'est la disponibilité de la matière première. Vous savez qu'il y a beaucoup de questionnements autour de la disponibilité du cacao à partir de 2030-2040, avec un risque de pénurie de cacao, pas de chocolat. Les pertes de rendement, elles sont beaucoup plus fréquentes. Dernièrement, on le voit, des fluctuations sont beaucoup plus importantes, donc avec des risques certaines années de rupture de notre chaîne d'approvisionnement. Et enfin, moi, ce qui me passionne particulièrement, c'est l'impact sur la biologie des plantes. Et vous allez comprendre pourquoi je réfléchis comme ça. C'est qu'en fait, les plantes, on sait que le changement climatique va avoir un impact direct sur leur biologie, sur leur physiologie.
Sur la reproduction, les organes reproducteurs, ils sont très sensibles à la température, un petit peu moins à l'eau, mais au moins à la température. Ils peuvent cramer en l'espace de 48 heures. Ça influence la qualité de la production végétale. Ça influence aussi la sécurité alimentaire avec l'émergence de tous les nouveaux pathogènes. Donc en fait, notre stratégie, que ce soit sur le blé, sur le cacao, sur les autres matières premières, elle est simplement basée sur ce que les plantes savent faire et peuvent faire. On n'est pas des super-héros, on ne va pas pouvoir changer le cours de la nature. Donc en fait, il faut être conscient de ce qu'il est possible pour les plantes cultivées ou sauvages de faire et s'adapter par rapport à ça. Et donc, 3 solutions. La première qu'une plante a quand il y a un changement climatique important, c'est de disparaître. Vous le savez, il y a un certain nombre d'espèces qui ont disparu du fait du changement climatique, végétal ou animal. Au niveau des cultures, il y en a certaines qui ne pourront plus être cultivées. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus assez d'eau, il y aura des températures trop importantes, il y aura des changements beaucoup trop importants pour qu'elles puissent continuer à être cultivées d'une façon viable. Quelle est la solution ? Il va falloir trouver d'autres cultures. Parce que des cultures qui sont plus rustiques, qui sont plus résilientes, qui sont plus adaptées à ces nouvelles conditions climatiques, il y en a. Donc nous, par exemple, on travaille sur des espèces alternatives comme le sorgho, le millet, qui sont beaucoup mieux adaptées au manque d'eau, qui sont beaucoup mieux adaptées aux températures excessives. Alors ça a des points positifs, c'est que bien sûr ça va augmenter la diversité de ce qu'on cultive. Vous savez qu'aujourd'hui on cultive très peu de grandes cultures. La diversité s'est très nettement réduite ces dernières années. Et que ça va nous permettre d'avoir des innovations produits avec des nouveaux goûts, des nouvelles textures vis-à-vis des consommateurs. Ce que ça implique et qui est plus compliqué, c'est que ces cultures-là, il faut les insérer dans les rotations, il faut développer des modèles de culture, les affiner. Parfois, il faut construire des marchés. Le millet, quand il est décortiqué, il devient amer. C'est aussi simple que ça. Donc ça veut dire qu'il faut trouver les solutions pour limiter cette amertume, mettre en place des équipements, mettre en place des filières pour être capable de décortiquer correctement un millet. Et ensuite, il faut convaincre les consommateurs, parce que les consommateurs, parfois, quand on les fait goûter un certain nombre de produits avec un goût qu'ils ne connaissent pas, auquel ils ne sont pas habitués, la première réaction, c'est le rejet, parce qu'ils sont un petit peu en dehors de leur zone de confort. Donc il faut vraiment les convaincre, réussir à les exposer de plus en plus à ces goûts différents. La deuxième solution que les plantes ont et que nous utilisons aussi, c'est de migrer. Vous savez qu'il y a des plantes qui se développent à des endroits où elles ne se développaient pas beaucoup avant. Il commence à y avoir des vignes en montagne, donc c'est quand même un petit peu de changement par rapport à ce qu'on a connu. Notre solution, c'est de modifier notre sourcing. Donc, au lieu d'acheter dans des zones où on achetait habituellement, on va modifier nos zones d'achat, notre supply, de façon à les sourcer là où la ressource est disponible. Du coup, ça ne fait aucun changement sur nos gammes. Par contre, on augmente les risques parce que tous les acheteurs vont se concentrer sur des volumes qui seront moins disponibles. On peut avoir une augmentation finalement de nos émissions de gaz à effet de serre du fait des transports qui seront ajoutés sur notre logistique. Et enfin, ça devient de plus en plus difficile dans ces cas-là de communiquer sur la notion de local, de circuit court, tel qu'on pourrait le faire aujourd'hui. Et enfin, la dernière possibilité, c'est de s'adapter. Donc, les plantes, qu'est-ce qu'elles font ? Elles font 3 choses. Elles échappent au stress, elles évitent le stress ou elles tolèrent le stress. Nous, on essaye de faire un peu pareil. En fait, on va utiliser des systèmes de culture qui vont être beaucoup plus adaptés au changement climatique. Sur 2 volets, on travaille sur les pratiques agricoles qu'on peut mettre en place pour générer des systèmes plus résilients, et on travaille également sur les variétés, donc le progrès génétique qu'on peut apporter à nouveau sur les espèces en place, que ce soit le cacao, que ce soit le blé ou d'autres, pour avoir des variétés mieux adaptées. Du coup, pas de changement de nos gammes. Et ce qu'on aime bien, c'est que ça, ce sont des solutions durables, et durables pour tout le monde. C'est plus durable pour les agriculteurs, c'est plus durable pour les industries, c'est plus durable pour les filières, et c'est plus durable pour les consommateurs. Et par contre, c'est plus compliqué. Donc, ça a un coût,
C'est sur des durées qui sont plus longues que les autres solutions qu'on peut envisager. Mais c'est quand même la voie qu'on va privilégier, nous. Je voulais juste faire un petit focus un peu plus approfondi sur deux thématiques sur lesquelles on travaille de façon assez intensive, à la fois sur le cacao et sur les céréales. Les pratiques culturales et la sélection variétale. Donc, pratique culturelle, donc nous, on s'est positionné 100% en agriculture de régénération, que ce soit sur les céréales ou sur le cacao, en se disant ça va éviter ou limiter l'impact du stress sur nos cultures. Donc, en fait, les solutions, elles sont connues. C'est adopter des pratiques culturelles comme le semis direct, les couverts végétaux, les haies pour limiter l'érosion, préserver l'eau. Du coup, le stress sera moins ressenti. Et les nutriments, l'eau, tout ce qui va être nécessaire finalement à l'alimentation de la plante sera plus disponible. Donc, on travaille jamais tout seul chez nous, donc on a pas mal de partenariats dans chacun des pays ou au moins dans chacune des zones géographiques, et notamment pour l'Europe de l'Ouest, on est en partenariat avec Openfield, qui est un espèce de grand farm lab sur lesquels on teste des pratiques agricoles un peu plus vertueuses pour le maintien de la performance des plantes. Le deuxième volet, c'est la sélection variétale, avec deux voies principales. Donc, simplement sélectionner des variétés qui sont mieux adaptées au changement climatique, parce qu'elles vont mettre en place certains mécanismes physiologiques qu'on explore, sur lesquels on fait un peu de recherche en partenariat. Et le deuxième élément, c'est l'introduction de caractères qui sont présents dans les espèces sauvages ou dans les espèces cousines, que ce soit sur le cacao ou sur le blé, et qui vont permettre une meilleure résistance des nouvelles variétés. Donc, on a plusieurs collaborations actives avec la recherche académique dans plusieurs pays au niveau du globe avec différentes thématiques. Enfin, ce que je voulais vous dire, c'est que nous, on est assez optimistes. On sait que c'est gros, ce qui va nous arriver, qu'on ne peut pas continuer à faire l'autruche et qu'il faut absolument qu'on réagisse par rapport à ce qui va nous arriver le plus rapidement possible. Mais on a l'impression que, comme les plantes, on a pas mal de solutions qui sont possibles. C'est à nous d'être intelligents et de les utiliser. Il n'y a pas une seule solution, ce qu'on appelle en anglais la magic bullet, ça n'existe pas. Il va falloir accumuler des solutions unitaires qui chacune ont une efficacité dans certaines conditions. Et ça nécessite la coordination de tous les acteurs. À nouveau, seul, on ne va pas y arriver. Il faut absolument travailler à plusieurs sur l'ensemble de la chaîne. Et puis, être conscient que business as usual, c'est fini. Il va y avoir des modifications dans notre supply chain, dans notre façon de travailler. Il va y avoir une modification peut-être sur notre portefeuille, et c'est tant mieux. C'est comme ça qu'on évolue. Donc, ce qui est compliqué pour nous, c'est de prévoir aujourd'hui comment tout ça va évoluer, parce qu'il y a des éléments, des contraintes ou parfois des opportunités qui peuvent arriver. Et aujourd'hui, c'est assez difficile de se projeter en 2050 ou en 2100. Il va y avoir des nouvelles réglementations, on le sait, dans certains pays majeurs, qui vont influencer le champ des possibles. Les marchés vont continuer à évoluer. Il y a des choses qu'on n'avait pas pu prévoir. L'Ukraine, ça peut se reproduire. Et les comportements alimentaires et les réactions des consommateurs aussi, c'est difficile de les prévoir à long terme. En fait, nous, ce qu'on se dit, c'est on y va. Et puis on va s'adapter, on va ajuster au fur et à mesure qu'on aura de nouvelles informations, plutôt que de se fixer une ligne directrice très ferme. On a une direction et puis on va ajuster notre stratégie en fonction de ce qu'on aura comme information. Voilà. Merci beaucoup, vous m'entendez? Merci beaucoup Isabelle. C'est une présentation très claire, effectivement, de la palette de solutions d'adaptation qui est possible et que vous travaillez.
pour continuer un petit peu cette plongée dans nos filières agricoles et des solutions et des voies d'adaptation qui sont possibles, je passe la parole à Cécile. Cécile, vous êtes directrice R&D et responsable RSE au sein du groupe Panzani. Et donc, je vous laisse la parole pour nous présenter effectivement comment vous travaillez cette question de l'adaptation au changement climatique dans vos filières. Bonjour à tous et à toutes. Merci à Gros-Solutions pour cette invitation. Donc oui, je vais vous parler de Panzani et comment en fait on opère cette adaptation de nos deux filières stratégiques que sont le blé dur et la tomate face au changement climatique. Je vais passer quelques minutes pour vous parler de Panzani pour deux raisons. La première, c'est parce qu'on a décidé de prendre la parole très récemment, donc vous ne nous connaissez pas bien. Donc en quelques mots, je vais vous dire qui nous sommes. Et la deuxième raison, c'est qu'en vous disant qui nous sommes, je pense que vous comprendrez bien mieux nos champs d'action, là où on opère, et du coup nos leviers pour opérer nos changements climatiques. Alors, qui nous sommes ? Donc, entre une entreprise française et italienne, eh bien, nous sommes une entreprise française. Nous sommes une petite entreprise de 750 collaborateurs, donc nous sommes une petite entreprise, mais avec une puissance de marque qui est très puissante, avec une histoire qui a été créée par Giovanni Panzani en 1950. Deuxième point important, donc en tant qu'entreprise agroalimentaire, évidemment, on a un rôle nourricier important et on est leader sur le marché des pâtes et des sauces. Donc en tant que leader du marché, on se doit, d'apporter de la qualité dans l'assiette de nos consommateurs et d'être responsable par rapport à l'impact environnemental. Troisième élément qui est important, c'est que nous sommes le premier transformateur de blé dur en France. Donc, c'est 470 000 tonnes de blé dur que l'on transforme. Et donc, on représente 30% en fait de la production en France. Donc, tous nos blés durs sont produits en France. Et on a une homothétie parfaite entre nos bassins de production qui sont au nord, qui sont proches de nos moulins, et de nos usines de transformation, donc que ce soit dans la région parisienne et dans la région de Marseille. En ce qui concerne la tomate, donc notre deuxième filière stratégique, donc toutes nos tomates, elles sont cultivées en pleine terre, de saison. C'est des tomates qui sont cultivées dans deux principaux bassins en Espagne et en Italie, et qui sont récoltées 48 heures, maximum 48 heures après une maturité. On a encapsulé quelque part notre stratégie RSE en 2022 et on en a profité pour parfaitement l'allier au niveau de la stratégie du groupe. Nos engagements RSE, ils sont déclinés on a ombrellisé notre démarche qui est oui à une alimentation responsable et joyeuse, et on décline en fait notre ambition RSE sur 4 piliers. Un premier pilier autour de nos filières vers une agriculture responsable, donc autour de nos deux filières stratégiques que sont le blé dur et la tomate. Deuxième pilier autour de notre impact environnemental pour le réduire. Le troisième au niveau de nos produits pour produire, développer et donner à nos consommateurs des produits qui sont sains, accessibles et gourmands. Et enfin, un troisième pilier autour du bien vivre ensemble, autour du bien-être de nos salariés et de nos citoyens. Donc ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est notre premier pilier. On va parler de nos filières et on va parler de l'impact environnemental. Donc quelle est notre démarche face au changement climatique ? Notre démarche, elle est basée sur 2 axes. Le premier axe, il est d'atténuer. Donc on a soumis nos objectifs au SBT, comme bien nombre d'entreprises. On attend la validation finale. Donc on se doit de réduire Scope 1 et Scope 2 de 47% à 2030 et notre Scope 3 de moins 30% à 2030. Et notre deuxième levier d'action, il est de s'adapter face au changement climatique. Et là, je vous ai représenté en fait l'impact sur le blé dur de 1, l'augmentation des températures et de la modification de la répartition des pluies. On a un impact sur notre blé dur. On a des impacts positifs, ils apparaissent en vert, et on a des impacts négatifs qui nous disent que l'on doit s'adapter, et notamment au niveau de nos variétés, de blé dur. Et on a un rôle majeur à jouer. Et ce que je voulais signaler ici, c'est qu'aujourd'hui, les semenceurs de blé dur, il n'y en a plus que 2. Donc nos leviers d'action, ils sont assez réduits.
Donc, du fait de notre histoire et de notre ancrage en tant que leader dans la filière, on a su nouer des partenariats au sein de toute la filière. Donc, ça nous aide en fait pour travailler avec les semenceurs, mais on a un vrai enjeu en fait au niveau des semenceurs pour travailler sur les variétés et la résistance des variétés, que ce soit au stress hydrique ou que ce soit au niveau du réchauffement. Donc, comment on travaille sur nos 2 filières stratégiques pour réduire notre impact environnemental? On a développé une stratégie en 4 points, que ce soit sur le blé dur ou que ce soit sur la tomate. Donc, le premier axe, il est évidemment de lutter contre le changement climatique en réduisant notre empreinte carbone, donc nos émissions de CO2. On a des actions autour de la biodiversité, et je vais revenir sur cet aspect-là, notamment pour la partie blé dur. On a un axe sur la préservation de la ressource en eau, notamment pour la tomate, qui est très gourmande en eau. Et enfin, sur la santé des sols. Donc, si je fais un focus sur la partie blé dur, on a un programme qui s'appelle Blé responsable français, qui se décline en 3 engagements forts. Le premier, vous l'avez vu, on a fait le choix d'être 100% français sur notre production de blé dur. Et sachez que c'est un choix qui est ambitieux. Il est ambitieux puisque c'est un sourcing uniquement en France. Et puis, c'est ambitieux puisque faire des pâtes, c'est simplement avec 2 ingrédients. C'est de la semoule et de l'eau. Donc, autant vous dire que la qualité des pâtes dépend de la qualité du blé. Et donc, faire le choix du 100% français, c'est vraiment un choix ambitieux. Deuxième engagement, c'est autour de la biodiversité. Donc, on s'engage à 2025 à être sans résidus de pesticides à 2025, d'avoir 1000 hectares de bandes fleuries à 2025 et d'avoir 5000 refuges pour les oiseaux. Et enfin, le 3e engagement, qui est clé pour pérenniser notre filière de blé dur, il est de sécuriser l'avenir de notre filière blé dur. Donc, on a un soutien financier qui est indispensable auprès de nos agriculteurs pour qu'ils puissent opérer cette transition environnementale. Et 2, on a des actions avec différents instituts et avec différents membres de toute la filière pour travailler un blé dur bas carbone. Donc, on a mis en place tout ce réseau, on a mis en place un conseil scientifique au sein de Panzani pour valider nos choix et les valider auprès de tiers reconnus. Donc, un exemple sur la façon dont on travaille, notamment sur l'impact du changement climatique sur nos blés durs. Donc, faire des blés durs en quantité et en qualité, ça nécessite de l'azote et de la pluie. Or, on fait face à des sécheresses qui sont très prolongées au printemps. Donc, on va devoir s'adapter, on va devoir changer de modèle en ce qui concerne notre production de blé dur. Et donc, on fait appel à tous les membres de la filière, des instituts privés, des instituts publics, nos semenceurs, pour travailler sur tous ces axes-là. Et donc, de renouveler quelque part notre blé dur. Donc, on travaille, je vous l'ai déjà mentionné, sur les différents types de variétés qui se doivent être plus résistantes au stress hydrique et thermique. On travaille sur la forme de l'azote, on travaille sur les stades où l'on apporte de l'azote et ce fameux apport de qualité qui fait la qualité du blé. Et on travaille sur d'autres solutions innovantes. En ce qui concerne la tomate, on travaille aussi sur les mêmes critères et on s'appuie on travaille avec une ONG qui est Earthworm, qui nous aide en fait sur le terrain en Espagne, et on travaille avec des experts locaux de la tomate, avec Ideagro. Et on travaille sur, réduire la consommation d'eau. C'est indispensable puisqu'on fait vraiment face à une sécheresse accrue dans le domaine de l'Extremadure où on travaille nos tomates. 2, c'est l'amélioration de la santé des sols et l'impact carbone. Et enfin, le dernier, on travaille sur la biodiversité d'une façon assez innovante, où on travaille avec Ideagro pour réensemencer quelque part les sols en Espagne. Et on a un travail qui est énorme puisque les sols ont souffert depuis des années en fait et sont particulièrement plus vivants. Donc on travaille aussi sur l'agriculture de régénération, on en a entendu parler dans beaucoup d'ateliers. Donc autour évidemment de la santé des sols, on met en place des couverts végétaux, on travaille sur des bandes fleuries, on travaille donc avec Earthworm qui nous aide sur un point qui est très précieux, qui est de former les agriculteurs en fait sur le terrain pour qu'ils comprennent et pour qu'ils opèrent en fait cette transition avec nous.
Et je finirai avec cette étude en fait, qu'on a enclenchée en milieu d'année avec AgroSolutions, où on a décidé de prendre du recul et d'analyser en fait les risques de nos filières stratégiques. Pour pouvoir anticiper encore mieux les risques climatiques, et 2, pour rendre notre sourcing de matières premières résiliente face au changement climatique. Donc dans cette étude, on va évaluer la vulnérabilité de nos filières stratégiques au risque climatique. On va définir les enjeux d'adaptation et construire une stratégie adaptée. Et enfin, on pourra construire un plan d'action opérationnel. Donc j'espère beaucoup de cette étude, vraiment parce que tout va vite. Il faut agir vite, on agit maintenant, mais il faut se projeter sur 5-10 ans pour savoir comment ça va bouger, pour agir efficacement. Donc voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Cécile, pour cette plongée également très concrète dans les voies d'adaptation et puis le travail qui reste à mener, dont on est aussi partie prenante, effectivement. Je vois qu'il nous reste assez peu de temps, mais comme on est la dernière conférence, on aura peut-être un petit peu de rab. En tout cas, les messages qu'on peut dégager de ces interventions, il me semble, c'est que déjà, on voit que les démarches d'atténuation et d'adaptation, elles doivent être vraiment conduites en parallèle. Elles ne doivent pas s'exclure, mais effectivement, les démarches d'adaptation doivent quand même être réfléchies pour anticiper au maximum et faire face. Je pense que c'est le deuxième message, c'est que maintenant, on doit quand même faire face à ce changement climatique et accepter effectivement de transformer nos systèmes agricoles, de les adapter. Et pour bien faire cette adaptation, éviter les maladaptations, il va falloir vraiment qu'on puisse cibler, prioriser les actions. Et ça passe par une analyse des risques assez fine pour vraiment hiérarchiser un petit peu les actions à mettre en œuvre. Et puis le troisième message, je pense qu'il est aussi important, c'est qu'on voit qu'il faut vraiment que ce soit un travail qui soit conduit conjointement avec l'ensemble des acteurs de la chaîne agricole, des agriculteurs en passant par les organismes stockeurs, les coopératives, les négoces, jusqu'aux filières, pour qu'on ait vraiment des actions qui soient cohérentes, qui soient efficaces et qui rendent les filières plus résilientes. Voilà, je vous laisse la parole. Si on a plus de temps pour les questions, on a un petit peu débordé. Et je vous souhaite à tous une bonne fin de journée. Merci en tout cas. On a tous un petit peu débordé, je crois que...